La tempête n'est pas née en Afrique, elle a pris forme en Floride lorsqu'un discours mêlant foi et pouvoir a traversé l'Atlantique comme un éclair. En quelques heures, les écrans d'Abuja se sont allumés et le nom d'Ibrahim Traoré est apparu, calme mais tranchant. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin de respect. Alors une question s'est élevée, plus lourde que la pluie sur Lagos. Si la liberté exige des conditions, peut-on encore l'appeler liberté ? Le discours venu de Floride n'était pas qu'un incident diplomatique, il a rouvert un dilemme ancien. Chaque fois que l'Occident promet protection, l'Afrique paie en souveraineté. Dans les rues d'Abuja, les affiches de campagne se sont mêlées aux titres alarmistes. Nous protégerons la foi contre nous défendrons la dignité. Entre ces deux promesses se joue bien plus qu'un débat religieux, c'est la définition même de la liberté. Pour Ibrahim Traoré, cette ligne de fracture révèle une vérité dérangeante. La sécurité sans autonomie n'est qu'une dépendance polie. Et quand une nation commence à mesurer son salut en signatures étrangères, elle cesse de choisir son destin. Ce choc de principes entre protection et possession dessine l'enjeu central de notre époque. Jusqu'où un peuple peut-il se dire libre quand sa survie dépend d'autrui ? 2 jours après la déclaration venue de Floride, un rapport confidentiel du ministère nigérian de la Sécurité a fuité. Il révélait que depuis 6 mois, les incidents armés dans le nord avaient augmenté de 37%, tandis que les zones de patrouille étrangères reculaient de moitié. Ce contraste saisissant a servi de révélateur. Le désordre ne naissait pas du manque d'aide, mais de la dépendance qu'elle entretenait. Le mini-reveal était là. L'intervention ne stabilisait rien, elle retardait l'autonomie. Au même moment, Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, évoquait devant ses conseillers une inquiétude partagée. Chaque fois qu'ils viennent sauver, ils repartent avec nos clés. La phrase a circulé sur les réseaux, traduite en plus de 10 langues africaines, devenant le résumé d'un malaise continental. Derrière les formules diplomatiques s'étendait une cartographie du déséquilibre. L'aide humanitaire canalisée par les institutions du Nord, les crédits militaires sous condition, les contrats énergétiques qui lient plus qu'ils ne libèrent. Pourtant, sur le terrain, les réalités demeuraient paradoxales. Les églises et les mosquées de Kano priaient pour la paix pendant que les convois d'armes traversaient indiscrètement le désert du Sahel. À Abuja, le président Tinubu consultait ses conseillers, partagés entre la peur de l'isolement et celle de la tutelle. Washington parlait de solidarité morale, mais chaque mot semblait peser plus lourd que les bombes qu'il prétendait éviter. Le contexte s'est donc cristallisé, une région fragile, une fois instrumentalisée, et un continent sommé de choisir entre 2 fardeaux, le chaos sans l'Occident ou l'ordre sans dignité. Dans cette tension silencieuse, Ibrahim Traoré est devenu le symbole d'une posture nouvelle, celle d'une Afrique qui n'attend plus d'être sauvée pour exister. Dans le vacarme diplomatique qui suivit la déclaration américaine, un visage s'imposa sans effort. Celui d'Ibrahim Traoré. À 35 ans, il incarnait le contre-champ d'une génération décidée à reprendre la parole. Les caméras venues de Paris ou de Washington cherchaient un provocateur. Elles se trouvèrent un capitaine qui parlait bas mais droit. Sa phrase « L'Afrique ne demande pas la permission d'exister » se grava sur les murs de Bamako, d'Accra et de Niamey, devenant la boussole morale d'un mouvement qui dépassait les frontières. Autour de lui, les premiers effets se firent sentir. Au Burkina Faso, des officiers annoncèrent la création d'écoles militaires locales pour former sans assistance extérieure. Au Nigeria, quelques députés commencèrent à réclamer la révision des accords de défense. Même dans les universités, en fait, le ton changeait. Les débats ne tournaient plus autour de la foi, mais de la propriété. À qui appartiennent les décisions quand la sécurité dépend d'un autre ? Ce glissement idéologique, discret mais profond, marquait la première onde de choc. Car pour la première fois depuis des décennies, l'opinion publique africaine plaçait la souveraineté au-dessus de la survie. Et cette hiérarchie nouvelle inquiétait plus que les crises elles-mêmes. Le pouvoir extérieur savait qu'une idée, une fois prononcée, se propage plus vite qu'un soldat. Sous les pluies d'Abuja, un journaliste résuma l'instant « Le ton a changé ». Pas le ciel. La phrase fit le tour des rédactions avant de disparaître dans le bruit du jour, mais elle laissait derrière elle une question brûlante, simple et entière. Jusqu'où cette voix ira-t-elle avant qu'on tente de la faire taire ? Tout commença un vendredi. Le discours prononcé à Orlando fut retransmis en direct sur les chaînes internationales, amplifié par les algorithmes comme un sermon planétaire.
En moins de 12 heures, les rédactions africaines, du Caire à Cotonou, reprenaient la phrase de Donald Trump mot pour mot. À Abuja, le cabinet du président Tinubu tint réunion d'urgence. À Paris, le quai d'Orsay appela au calme. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoqua ses ministres de la Défense. 3 capitales, 3 lectures, une même inquiétude. Le lendemain, les réseaux sociaux africains explosèrent. Des hashtags en langue locale exigèrent que la foi ne serve plus de prétexte à l'ingérence. Les slogans « Tiens, notre terre, notre voix » et « Tiens, mais respecte avant, secours » apparurent dans les fils d'actualité. En parallèle, mais les églises se remplirent, les mosquées aussi, non pour prier contre un ennemi, mais pour comprendre ce que signifiait vraiment être protégé. Ce fut la montée, la conscience s'éveillait plus vite que les diplomates ne pouvaient la contenir. Au 3e jour, les premières réactions officielles se précisèrent. Tinubu publia un communiqué prudent rappelant que la sécurité du Nigeria restait une responsabilité nationale. À Bamako, les conseillers de la jeune junte félicitèrent discrètement Traoré pour sa clarté. À Washington, le département d'État tempéra la déclaration de Trump, évoquant une interprétation hâtive. Mais sur le terrain, la méfiance avait déjà remplacé la confiance. Les ONG occidentales virent leur convoi bloqué à la frontière du Sahel, des rumeurs de sanctions circulaient, puis vint le point culminant. Une semaine après le discours, Traoré apparut à la télévision burkinabé, le drapeau derrière lui, les mots pesés. Ils disent vouloir protéger nos âmes, mais qui protégera notre dignité ? La phrase claqua comme un verdict. Les rues de Ouagadougou s'emplirent de jeunes brandissant des pancartes peintes à la main. Le message était limpide. La foi ne serait plus le cheval de Troie du pouvoir. Les chancelleries réagirent, mais trop tard. À Abuja, l'armée fut mise en alerte, craignant des débordements. À New York, le Conseil de sécurité appela au dialogue. Et pendant que les diplomates cherchèrent des formules, la pluie tomba, lourde, continue, comme pour accompagner la mutation d'un continent. La dénouement arriva sans éclat. Un communiqué conjoint Nigeria-Burkina annonça la création d'un mécanisme régional de défense. Aucune rupture déclarée, aucune alliance formelle, seulement une phrase glissée à la fin du texte. L'Afrique décidera de ses priorités. Ibrahim Traoré n'y était pas nommé, mais son écho traversait chaque mot. Ainsi se referma la séquence, un meeting en Floride, un orage sur Lagos, un drapeau levé à Ouagadougou. En 10 jours, la tempête avait changé de propriétaire. Elle n'appartenait plus à ceux qui la déclenchaient, mais à ceux qui osaient lui répondre. Au-delà des discours, les chiffres racontaient une autre vérité. Selon un rapport du Centre africain d'études stratégiques, la présence militaire étrangère en Afrique de l'Ouest avait chuté de 42% depuis 2022, tandis que les dépenses locales de défense avaient augmenté de 27%. Ce basculement, discret mais mesurable, marquait la fin d'un cycle, celui d'une sécurité louée au prix de l'autonomie. En parallèle, le World Faith Index signalait une hausse de 18% des tensions interreligieuses au Nigeria après le discours de Floride, preuve que les mots pèsent souvent autant que les balles. Pour Ibrahim Traoré, ces statistiques n'étaient pas abstraites. Elles validaient un constat empirique. Plus l'assistance extérieure augmente, plus la résilience intérieure s'érode. Il cita un chiffre simple, 3 décennies, 8 interventions, 0 stabilité durable. Derrière la formule se cachait la fatigue d'un continent trop souvent évalué par des indices conçus ailleurs. Les économistes observaient la même fracture. En 2024, les flux d'aide conditionnés à des réformes politiques avaient reculé de 15%, tandis que les investissements intra-africains bondissaient de 31%. À Lagos, des startups spécialisées dans la cybersécurité locale prospérait. À Ouagadougou, un programme d'énergie solaire financé par le Mali et le Niger remplaçait les subventions européennes suspendues. Ces chiffres, isolés, semblaient modestes. Mis ensemble, ils dessinaient une dynamique, l'autofinancement de la dignité. Pourtant, les risques demeuraient. Les analystes prévoyaient que sans coordination régionale, le déficit de matériel militaire atteindrait 22% d'ici 2 ans, exposant les États sahéliens à de nouvelles vagues d'instabilité. D'où l'urgence du projet défensif annoncé après la crise, mutualiser les ressources, normaliser les doctrines, créer une ceinture de souveraineté sous commandement africain. Les diplomates occidentaux y virent un repli, mais l'opinion publique y lut un réveil.
Une enquête menée dans 6 pays montra que 61% des citoyens africains préféraient une sécurité imparfaite mais indépendante à une stabilité sous tutelle. Ce pourcentage, plus qu'un indicateur, devint un manifeste silencieux. Ibrahim Traoré le formula sans détour: l'efficacité ne justifie pas la dépendance. Si la liberté coûte plus cher, payons-la. Cette phrase, reprise des milliers de fois en ligne, condensait l'équation du moment. L'Afrique, lassée des promesses de protection, redécouvrait le prix exact de son autonomie. Ainsi, les preuves s'accumulaient comme des jalons d'un tournant historique. Moins de bases étrangères, plus de budgets nationaux et surtout un changement d'échelle mentale. Le continent ne comptait plus seulement les soldats, mais les décisions. Et dans cette arithmétique nouvelle, la souveraineté cessait d'être un idéal, elle devenait une donnée mesurable. Face à la tempête, deux camps se sont formés. Le premier, pragmatique, soutenait que l'Afrique ne pouvait encore garantir seule sa sécurité. Il évoquait les menaces transfrontalières, les réseaux djihadistes, les trafics d'armes et rappelait que la coopération avec les puissances occidentales avait permis d'éviter l'effondrement de plusieurs États. Pour eux, l'indépendance militaire n'était qu'un rêve coûteux, dangereux à poursuivre sans préparation. Le Nigeria, disait-il, devait choisir la prudence avant la fierté. Le second camp, conduit par Ibrahim Traoré, défendait la logique inverse. Pour lui, toute dépendance, même protectrice, restait une forme de fragilité. Une nation protégée n'est pas forcément libre, affirmait-il à la télévision de Ouagadougou. Ses partisans citaient les précédents: la Libye bombardée au nom de la stabilité, le Mali épuisé par les missions prolongées, les accords de sécurité transformés en contrats énergétiques. Chaque exemple prouvait que la tutelle naît souvent sous l'étiquette d'alliance. Entre ces deux visions, une vérité inconfortable se dessinait. Les uns surestimaient la menace extérieure, les autres sous-estimaient la complexité du retrait. Dans les couloirs d'Abuja, le débat se traduisait en chiffres: budget à court terme contre indépendance à long terme. Tinubu, lucide, constata que la victoire ne serait pas militaire mais morale. L'analyse la plus équilibrée venait peut-être d'un professeur d'économie politique à Accra. Ce n'est pas une guerre contre l'Occident, c'est une lutte contre la paresse de penser. Cette phrase relayée dans les universités résumait l'enjeu du moment: réapprendre à concevoir la souveraineté non comme une réaction mais comme une construction. Ainsi, le stillman africain n'opposait plus de dogme mais de temporalité. L'efficacité immédiate contre la maîtrise future. Et dans ce duel silencieux, Ibrahim Traoré rappelait que le courage politique commence souvent par un refus poli. Un silence vaut parfois plus qu'un discours. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une conférence discrète à Bamako, marqua le milieu du récit. Elle ne visait pas les armes, mais l'attitude: se taire pour mieux observer qui parle à la place de l'Afrique. Car au moment où les chancelleries occidentales multipliaient les communiqués, la rue africaine, elle, découvrait sa propre voix. Dans les cafés d'Abuja, on débattait moins de religion que de respect. À Ouagadougou, des étudiants dessinaient sur les murs une carte du continent accompagnée d'un mot: autonomie. Ce glissement d'un vocabulaire spirituel vers un lexique politique était le vrai renversement du milieu. Ce n'était plus une crise diplomatique, c'était une reconquête symbolique. À partir de là, le ton changea. Les analystes comprirent que le conflit n'opposait pas croyants et non-croyants, mais dépendants et libres. Et dans ce nouvel équilibre, chaque phrase prononcée par Traoré devenait moins une provocation qu'un miroir. Le point médian du récit n'était pas un cri, c'était une respiration. L'Afrique venait de reprendre souffle. Les jours qui suivirent, le réveil du Sahel révélèrent à quel point la parole pouvait transformer le paysage. Les effets se mesuraient sur 4 fronts: économique, diplomatique, social et symbolique. 1. Le plan économique. Au Nigeria, les contrats d'exploration pétrolière furent réévalués. 3 entreprises occidentales durent renégocier leur part, tandis qu'un consortium ghanéen proposait des conditions sans clause politique. En 6 mois, les investissements intra-africains progressèrent de 28%, un record. À Lagos, la bourse enregistra une volatilité passagère, mais les analystes y virent un signe de réalignement plutôt qu'une crise. L'argent cessait d'acheter la docilité, il commençait à financer la cohérence. 2. Le plan diplomatique. Les chancelleries occidentales adoptèrent un ton prudent. Washington parla de partenariat ajusté, Paris d'écoute stratégique, mais dans les faits, de nouvelles alliances se dessinaient.
Ouagadougou, Bamako et Niamey annoncèrent la création d'un conseil de coordination sahélien. Le Nigeria, observateur silencieux, se joignit aux discussions. Le symbole fut fort, le dialogue entre égaux, non entre suppliants et tuteurs. Ibrahim Traoré y siégea non comme un chef de guerre, mais comme un porte-parole d'équité. 3. Le plan social. Dans les villes, l'idée d'autonomie prit cher. Des coopératives agricoles naquirent à Kano, fondées sur un modèle de financement communautaire. À Lagos, des églises et des mosquées créèrent des réseaux d'entraide interconfessionnelle. Les sermons parlaient désormais de dignité partagée. Pour la première fois, la religion servait à rapprocher plutôt qu'à séparer. Des sondages indiquèrent que 62% des jeunes Nigérians associaient désormais la foi à la responsabilité civique, non à la dépendance politique. 4. Le plan symbolique. C'est ici que le basculement fut le plus visible. Dans les murs des universités, les portraits de dirigeants étrangers cédèrent de la place à des citations locales. Les plus partagés venaient d'Ibrahim Traoré. La liberté n'est pas un don, c'est une discipline. Ces mots furent imprimés sur des t-shirts, peints sur des murs, cités dans des musées improvisés. Le symbole de l'uniforme devint celui du refus de l'obéissance automatique. Les observateurs occidentaux, parfois cyniques, y virent un nationalisme de façade. Mais dans les rues africaines, on parlait de renaissance. L'autonomie cessait d'être un slogan et devenait une pratique. Quand un continent apprend à se financer, à se défendre et à se raconter seul, l'influence ne se perd pas, elle se redistribue. Au bout du compte, la conséquence la plus durable n'était pas politique mais psychologique. L'Afrique, disait un éditorialiste de Dakar, a cessé de demander la permission d'espérer. Et cette phrase, plus que toutes les résolutions officielles, marqua le début d'un siècle nouveau. À ce stade, les analystes divisèrent l'avenir en 3 trajectoires possibles, la prudente, l'idéale et la périlleuse. Chacune traduisait un rapport différent entre autonomie et stabilité. Scénario 1, la base réaliste. Le Nigeria maintient le dialogue avec Washington tout en renforçant le mécanisme sahélien. Les patrouilles mixtes remplacent les contingents étrangers. La croissance reste lente mais constante. Ce modèle hybride permet de préserver la sécurité minimale sans rallumer la dépendance. Les économistes y voient la voie la plus probable, à condition de discipline budgétaire et de communication maîtrisée. Scénario 2, l'optimiste. Les alliances régionales se consolident. En 12 mois, la ceinture de souveraineté regroupe 10 États d'Afrique de l'Ouest, coordonnant défense, énergie et infrastructures. Les échanges intra-africains attendent de 35%, l'emploi local de 12%. Le discours d'Ibrahim Traoré devient manifeste continental. Notre sécurité commence ou finit notre dépendance. Dans cette version, la rupture se transforme en renaissance. L'autonomie devient moteur d'intégration. Scénario 3, le pire, l'instabilité interne nourrie par les divisions religieuses regagne du terrain. Des milices profitent du vide temporaire, les prix flambent, la confiance s'effrite. Sous pression, Tinubu pourrait solliciter une aide internationale d'urgence, annulant symboliquement les avancées précédentes. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il reste le plus coûteux moralement et politiquement. Entre ces 3 chemins, une certitude demeure, aucun ne ramène en arrière. Quelle que soit l'issue, l'Afrique a déjà franchi le seuil de la conscience souveraine. Le choix n'est plus entre l'aide ou l'isolement, mais entre la peur de tomber et la volonté de marcher seul. Comme le nota un diplomate africain à Genève, nous ne cherchons pas à couper les ponts, seulement à choisir la rive. Cette phrase vaut avertissement et promesse. L'autonomie ne sera durable que si elle s'accompagne de solidarité régionale et d'une rigueur nouvelle. Au-delà des gouvernements et des chiffres, cette crise toucha profondément les individus. Dans les rues de Lagos, de jeunes vendeurs ambulants racontaient comment les débats télévisés leur avaient fait découvrir un mot jusque-là abstrait, souveraineté. À Ouagadougou, des étudiantes citaient Ibrahim Traoré dans leur dissertation d'économie politique. Ce n'était plus de la rhétorique militaire, mais un éveil civique. Les communautés religieuses réagirent aussi. Des pasteurs prêchaient la dignité avant la peur. Des imams rappelaient que la foi véritable ne se mesure pas à l'origine du secours, mais à la justesse de l'intention. Dans plusieurs villes, des campagnes locales mirent en avant une idée simple: protéger, c'est écouter.
Cette inversion du sens transforma la compassion importée en solidarité partagée. Pour le public africain, souvent spectateur des grands récits géopolitiques, cette fois, la scène appartenait à ceux qui la vivaient. L'émotion n'était pas seulement nationale, mais elle était générationnelle. Une jeunesse connectée, lucide et lassée des leçons venues d'ailleurs, se découvrait capable de tracer ses propres frontières morales. Dans un café d'Abidjan, une jeune femme résuma ce sentiment. Avant, on attendait des promesses. Maintenant, on attend des preuves. Cette phrase, reprise en ligne, fit le tour du continent. Elle condensait l'esprit du moment. L'autonomie n'était pas une revendication idéologique, mais une exigence quotidienne. Ainsi, la parole de Traoré, portée par le vent du Sahel, avait cessé d'être un discours politique. Elle était devenue un miroir tendu à chaque citoyen. Jusqu'où sommes-nous prêts à défendre notre dignité sans haine ni dépendance? Les experts s'accordaient sur une évidence. Sans structure, l'élan se dissiperait, d'où la nécessité d'une feuille de route claire, mesurable, africaine. Elle s'articulait autour de 5 étapes concrètes, inspirées du modèle défendu par Ibrahim Traoré et soutenu prudemment par Abuja. Première étape, bâtir une coordination militaire régionale autonome. Chaque État membre du Sahel Alliance se fournirait des officiers unis sous commandement tournant. Objectif, sécuriser les frontières sans dépendre des bases étrangères. Deuxième étape, créer un fonds de souveraineté civique alimenté par 1% des recettes d'exportation de chaque pays participant. Ce mécanisme financerait la recherche, la presse libre et les programmes d'éducation politique. Troisième étape, harmoniser les programmes d'enseignement. Les universités africaines adopteraient un module commun sur la gouvernance pour former une génération consciente de la valeur du mot indépendance. Quatrième étape, consolider les médias panafricains. La bataille de l'image précède toujours celle de l'idée. Contrôler son récit, c'est déjà défendre son territoire. Cinquième étape, formaliser la diplomatie du respect. Accord Sud-Sud, charte de non-ingérence, clause morale sur les contrats publics. Ces mesures, simples en apparence, traduisaient une stratégie de long terme, transformer la résistance en méthode. Si elle réussissait, le continent cesserait d'être une zone d'influence pour devenir une zone de décision. Lors d'un forum à Niamey, Ibrahim Traoré résuma l'esprit du projet. « Nous ne cherchons pas à rompre le dialogue, mais à choisir la voie qu'il porte. » Cette phrase clôtura la session dans un silence respectueux. Un plan venait de naître non d'un rêve, mais d'une discipline. Sous un ciel gris de Ouagadougou, Ibrahim Traoré reprit la parole devant une foule silencieuse. Il ne brandit pas de drapeau, ne cita aucun ennemi. Il parla simplement de courage. Autour de lui, les visages étaient jeunes, fatigués mais décidés, comme s'il comprenait que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec des armes, mais avec des refus. Il rappela le souvenir d'une femme de Lagos aperçue dans un reportage tenant une pancarte faite à la main. « Nous ne voulons pas d'anges, nous voulons du respect ». Cette image résumait tout le siècle, la dignité comme dernière religion commune. La pluie commença à tomber, effaçant lentement les slogans tracés à la craie. Pourtant, aucun mot ne se perdit, ils s'enracinèrent dans les regards. L'Afrique n'attendait plus le tonnerre du monde pour exister. Elle trouvait sa force dans le murmure de ses propres voix. Alors qu'il quittait la scène, Traoré lança une phrase simple, presque un écho. « Nous avons cessé de tendre la main, nous avons commencé à nous lever. L'histoire ne s'achève pas avec un discours, mais avec une écoute. » De Lagos à Bamako, les conversations continuent dans les marchés, les universités, les radios locales. Chacun, à sa manière, prolonge la question qu'Ibrahim Traoré a posée au monde. Qui protège la dignité quand elle devient gênante? Ce n'est plus une polémique, c'est un examen de conscience collectif. Les artistes peignent des fresques sur les murs des écoles, les journalistes montent des émissions sur la souveraineté quotidienne, les prêtres et les imams parlent de respect avant de parler de salut. Ce mouvement ne réclame pas d'adhésion, il propose une posture, regarder sans juger, écouter avant d'aider, car la liberté, en Afrique comme ailleurs, n'a jamais eu besoin d'instruction. Elle pousse d'elle-même dans la poussière et le silence, chaque fois qu'un peuple décide de se nommer. Alors, plutôt que de demander qui sauvera l'Afrique, la question devient universelle. Sommes-nous prêts à la laisser se sauver elle-même ?